Et puis, il y a ces textes qui sentent l'herbe et le feu de bois. Alors pour commencer, les personnages. Thoreau, un écrivain, un philosophe arpenteur, un géographe anarchiste, un misanthrope, un jeune fugueur et un géographe sensuel. Ensuite, le décor. Des cigales, du vent dans les branches, des étangs, des oiseaux nocturnes, Walden, la pensée en marche et l'aboiement du chevreuil. Ensuite, le décor. Des cigales, du vent dans les branches, des étangs, des oiseaux nocturnes, Walden, la pensée en marche et l'aboiement du chevreuil. Aujourd'hui, premier épisode, on ouvre un livre. Henri-David Thoreau, Élisée Reclus, sur les sentiers de la liberté. Marie Chartron, François Test. Quel dialogue essentiel entre ces deux-là. L'un et l'autre voulaient dépouiller le vieil homme, abolir un dégradant esclavage. Tous deux s'accordaient sur le point suivant: nulle façon de penser ou d'agir ne saurait être acceptée sans preuve. L'un comme l'autre voulait simplifier radicalement le mode de vie des civilisés et ne trouvait pas de mots assez durs pour dénoncer leur rapacité. Ensemble, ils estimaient qu'il y a beaucoup de professeurs de philosophie, mais peu de philosophes. Leurs routes auraient pu se croiser. Je vois d'ici le Français, au cours d'un de ses voyages en Amérique du Nord, poussant jusqu'à Concord, Massachusetts. Ils parlent toute la nuit. Le ton de leur conversation monte parfois sur l'économie, la religion. Ils n'ont pas les mêmes points de vue. L'un est plus solitaire, plus individualiste que l'autre. Au-dessus des étangs de Concorde résonne le cri des oiseaux nocturnes. Ils se quittent au petit matin, bons amis, en se promettant d'échanger les prochains articles qu'ils écriront. On a suivi le jeu de piste que vous nous aviez indiqué, Joël Cornuau, depuis Saint-Aubin-de-Lanquet pour rejoindre Phoenix, que je vous soupçonne d'avoir choisi à cause de son nom, à vrai dire. Alors, pas tout à fait. C'est vrai que le nom est un peu intriguant. Entre Phoenix, Arizona, comme nous le disions, et puis les maisons Phoenix des lotisseurs. Là, il y a un petit secret, un petit mystère. En fait, il s'avère que le Phoenix en question provient certainement du latin. Actuellement, il s'écrit Phenix. Et en fait, il vient du latin, du mot, très probablement du mot Phénis, F-E-N-I-S, ce qui signifie foin, ce qui signifie probablement champ, grange, etc. Voilà. C'est vrai que le mot nous plaît bien, oui. Il y a une dimension poétique qu'on ne peut ignorer, en tout cas. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que vivre à la campagne, là, dans la nature champêtre. J'aime bien ce terme qu'on n'emploie plus, mais qui était employé au XVIIIe siècle, la nature champêtre. Bon, ce qui est très agréable, c'est la continuité entre la maison, le jardin, et puis du jardin, le sous-bois, où on va beaucoup vadrouiller, plus que marcher, on va vadrouiller, je dirais. Et après le sous-bois, ça devient un petit peu plus compliqué parce que là, on tombe tout de suite sur les routes et le territoire est cerné. Vous écrivez que Phoenix est un lieu introuvable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Introuvable dans le sens que quelque chose résiste dans ces campagnes aux agressions, mais de temps en temps, le vrai lieu, le vrai Phoenix disparaît sous des constructions vraiment assez laides, sans intérêt, que les lotisseurs finissent par très, très bien imposer. Dans ce Bergeracois, l'essence de ces lieux me paraît de temps en temps introuvable, même si sous les apparences ça résiste, et là je suis très content. Ce matin, il y avait un brouillard, on voyait pas à 2 mètres. Là, je retrouve des impressions qui me conviennent, où les lieux sont très facilement transfigurés. Parce qu'il y a ça aussi, je dis, Phoenix est introuvable, mais en même temps, malgré tout, en variant les heures où on sort, en variant les moments, en variant les saisons, etc., la poésie des lieux refait surface.
Joël Cornuau, écrivain, éditeur et traducteur de textes de naturalistes du XVIIIe et XIXe siècle, dont Henry David Thoreau, fut l'un des premiers en France à remettre en lumière les écrits d'Élisée Reclus. La route des deux hommes, imagine-t-il, aurait pu se croiser. Thoreau l'Américain, philosophe, arpenteur, naturaliste, partira s'installer 2 années durant à Walden dans les bois. Reclus le Français, géographe, anarchiste et révolutionnaire, passera plusieurs années en exil. Tous deux sont savants et poètes, bien loin des figures scientifiques du XIXe siècle, déjà corsetées par la séparation des disciplines. Traversant les années et les océans, Thoreau sera lu au début du XXe siècle par les premiers fondateurs des communautés naturistes en Europe. Reclus, lui, participera au cercle de réflexion autour des milieux libres en France. XIXe siècle, XXIe siècle. La nature est un mot valise qui ne disparaît pas du paysage des désirs. Ces cycles se renouvellent comme ceux de l'oiseau mythologique. Et les voix du XIXe siècle ressurgissent en Périgord, dans le bois de Phénix. Rousseau disait, j'ai passé je ne sais combien, j'aurais passé toute ma vie à me balader. Moi, je ne me prends pas pour Rousseau, mais enfin, c'est une activité importante pour moi. Je vadrouille, encore une fois, je suis plutôt un vadrouilleur. Alors, on pourrait aussi distinguer entre plusieurs sortes de marches. Il y aurait la marche contemplative, la marche à travers soi, la marche pour oublier. Mais je ne le fais pas seul, non, je suis assez bavard. Et on peut s'absorber complètement dans une discussion philosophico-poético-politique au fond des bois. Ça marche très bien, moi ça me comble bien. Il faut aussi savoir se taire un petit peu. Voilà, on pourrait faire comme ça un recensement des différentes manières de se promener. On peut se promener tout droit, on peut essayer de faire des boucles, on peut prendre les chemins à droite, à gauche, moi j'ai appelé ça, je sais pas, un parcours en arête de poisson. Voilà, on va à gauche, puis on s'aperçoit que ça mène nulle part, donc on est obligé de revenir sur ses pas. Et je pense qu'on peut les faire dans de très nombreux terrains. On peut vadrouiller, voilà, c'est le terme de vadrouille, je l'applique aussi bien aux sentiers de montagne. Ça marche très bien, c'est des petites marches paresseuses, des arrêts auprès des fleurs toutes simples, des choses comme ça. En octobre, je m'en allais grappiller au marais de la rivière et m'en revenais avec des récoltes plus précieuses en beauté et parfum qu'en nourriture. Là aussi, j'admirais, si je ne les cueillis pas, les canneberges, ces petites gemmes de cire pendant d'oreilles de l'herbe des marais, sorte de perles rouges que d'un vilain râteau le fermier arrache, laissant le marais lisse en un grincement de dents. C'était fort amusant en cette saison de courir les bois de châtaigniers alors sans limite de Lincoln. Maintenant, ils dorment de leur long sommeil sous la voie de fer. Bertrand Guest, vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature comparée à l'Université d'Angers, et vous avez, un peu comme l'a fait Joël Cornuau, opéré un rapprochement entre les vies et les œuvres de ces deux hommes que sont Élisée Reclus et Henry David Thoreau. Alors, pour être exact, les deux, je les ai comparés dans l'ombre en quelque sorte d'un troisième, qui est Humboldt, le géographe allemand, explorateur et écrivain, parce qu'ils étaient des écrivains, des libertaires, des géographes, des voyageurs, contrairement aux apparences peut-être pour l'américain, des voyageurs à différentes échelles, des penseurs, mais aussi des praticiens, des gens finalement très sociables, de manière assez distincte, et préoccupés d'agir dans leur monde immédiat avec les autres, de manière juste, belle, de manière libre, et en favorisant la vie, on pourrait dire. Thoreau, pour commencer, quelqu'un qui vit intensément dans un lieu, pas très longtemps,
qui, sur les 45 ans de sa vie, il meurt de tuberculose assez jeune, voyage, fait des excursions, lit énormément et écrit énormément, avec quelque chose, c'est l'image qu'on en a en tout cas, de rituel, quelqu'un qui marche et qui lit et qui écrit quotidiennement, quelque chose d'ascétique, mais peut-être pas non plus de renonçant. Et puis de l'autre côté, on a Reclus qui vit beaucoup plus longtemps, qui noue beaucoup plus d'amitié, qui a laissé des traces, qui a une autre échelle, une autre envergure de vie, quelqu'un qui a vécu des années sur plusieurs continents, Amérique, Europe notamment, qui écrit tout autant et lit tout autant, peut-être qui écrit d'une manière qui ressemble pour moi, c'est-à-dire qui s'essaye dans l'écriture, qui tente des choses imparfaites, inaccomplies, inachevées, mais collectives, tendues vers l'expérience, en prise sur ce qu'il a vécu et vu, pour dire quelque chose de plus de leur vie à tous les deux. On a l'impression à chaque fois d'une œuvre-vie, c'est-à-dire que dans l'écriture, la vie n'est pas indifférente ou à côté ou à part, elle transparaît à chaque ligne. Peut-être que ce sont les écrivains qui écrivent comme ils vivent. Voilà, prêt à partir. Vous êtes écrivain, traducteur, libraire et éditeur, Joël Cornuau, et on va cheminer avec vous pendant 1 heure dans le bois de Phénix, dans les sous-bois de ce hameau d'Ordogne. Par quoi allons-nous commencer notre promenade? Alors nous allons contourner ces quelques maisons là, que vous voyez, en pierre là. Voilà, et on va tourner à gauche. Et puis le chemin va descendre là, très empierré. Et voilà, on va progressivement sortir du hameau de Phénix. Est-ce que ça commence comme ça, une promenade? Ce que j'aime bien, c'est l'idée, on sort de derrière, par la porte de derrière ou sur le côté, et puis on a accès tout de suite au chemin, au bois, etc. Thoreau fait cette remarque d'ailleurs. Il dit voilà, je sors et je peux faire. Lui avait de la chance, il dit je peux faire 15 km et je ne vois pas de maison, je ne vois pas de construction. Non pas que les maisons, moi j'aime aussi les maisons, j'aime les regarder. C'est pas. Lui était plus misanthrope que, si je peux faire la comparaison, était beaucoup plus misanthrope que moi. Mais c'est vrai que pour la réflexion, la méditation, c'est vrai que de se trouver sans présence humaine pendant un petit moment est une bonne chose. Voilà. Thoreau, c'est quelqu'un qui naît en 1817 dans le Massachusetts, sur la côte est des États-Unis, et qui meurt au même endroit en 1861. Et donc, il assiste à une société qui est en pleine mutation, en pleine fièvre de réforme. Et lui, il insiste sur une réforme, c'est plutôt la réforme de soi, la politique du quotidien, qui passe par... ça ne veut pas dire qu'il renonce à toute action collective, mais il pense qu'il faut d'abord se réformer soi-même, se donner en quelque sorte ses propres lois aussi. Reclus, c'est quelqu'un qui est donc né en 1830 et mort au XXe siècle, en 1905. Une de ses dernières joies, dit-on, est d'avoir eu des nouvelles de la révolte des marins du cuirassé Potemkin, si je ne me trompe pas. Et donc c'est quelqu'un qui change d'époque en fait, qui voit le monde
de manière plus complète, peut-être, puisqu'il voyage plus. Il a été en Irlande, à Berlin, en Louisiane, en Colombie, en France, bien sûr, dans à peu près toute l'Europe plusieurs fois, et encore en Afrique. Et c'est quelqu'un dont la vie est très mouvementée. Il a été communard, il a fait 1 an et quelques de prison. Il a, je le disais, beaucoup voyagé, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup partagé. Il a eu énormément d'enfants, des frères et sœurs très nombreux aussi. Il a fugué quand il était élève à Montauban. On peut en quelque sorte faire de sa vie un roman. Johan Chapoutot, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne. En quoi la perception de la nature évolue-t-elle au XIXe siècle ? On peut dire que le XIXe siècle est le siècle de l'artificialisation. Le siècle de l'artifice, conçu au sens littéral, étymologique, comme cette création de la main de l'homme, de l'art de l'homme, par opposition à la nature qui est ce qui existe de soi-même, sans intervention de l'homme. Siècle de l'artifice parce que siècle de la science, de la technologie et de l'industrialisation. Dans ce contexte-là, la nature apparaît comme un autre monde. Un monde autre qui est celui de l'authenticité, qui est celui de la naissance, nature, naissance, c'est le même mot, qui est celui de l'originalité ou de l'originarité, comme une espèce de recours dans lequel l'homme pourrait se ressourcer. Et ça prend une consonance tout à fait particulière avec le développement dans la seconde moitié du XIXe siècle de 2 grands phénomènes qui bouleversent les sociétés européennes, qui sont l'industrialisation et l'urbanisation. Ces cauchemars à ciel ouvert que sont devenus Manchester, par exemple, ou plus tardivement la Ruhr, tout cela illustre le caractère non seulement prométhéen, mais aussi diabolique, méphistophélique, si vous voulez, de la créativité humaine. Et face à ce constat-là, d'une création humaine, d'une créature qui échappe à son créateur, ce n'est pas pour rien que l'on thématise au XIXe siècle la figure de Frankenstein, cette créature qui échappe à son créateur. Donc face à ce monde artificiel que l'homme a créé mais qu'il ne maîtrise plus vraiment, ce monde qui vient l'aliéner, voire le détruire par la pollution, par l'accident industriel, etc., la nature apparaît comme un refuge, un havre et un recours. Alors, je ne sais pas. Pour ça, c'est les pies qui font ça, ou pas forcément. Mais alors, j'ai du mal à les retenir, les noms de ces oiseaux, de ces arbres. Alors, avant, il y avait très souvent... Alors, ce que nous faisons avec Nadine, c'est que presque tous les soirs, lorsque nous sommes là, on descend là, et puis on va voir un peu si les chevreuils s'y trouvent, s'ils aboient aussi. Alors, on les compte. Et, ils aboient, les chevreuils ? Oui, on dit aboyer. Pour un chevreuil, oui. Chevreuil aboie. C'est très proche. Et c'est très proche. Vous pourriez. Je ne sais pas si on va les entendre là, parce qu'ils peuvent y être à un peu n'importe quelle heure. Mais quand ils s'enfuient ou quand ils ont peur ou ils aboient, et ça ressemble vraiment à un chien. Vous penseriez que ce sont des chiens, mais ils se préviennent aussi comme ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que où s'évapore-t-il ? On va voir une lisière où ils se tiennent et quand ils nous voient, si on ne bouge pas, ils ne nous repèrent pas. Mais une fois qu'ils ont eu peur, qu'ils nous ont vus, ils s'en vont là dans les bois. Mais où vont-ils ? Voilà, c'est là encore quand même un sujet poétique intéressant. C'est le chevreuil introuvable. Où vont-ils ? Moi j'aime bien ces bords de chemin où il y a des plantes de rien, des plantes de rien du tout. Ce sont les plantes que je préfère, finalement. Bon, mais là, vous voyez, ces petites repousses diverses et variées, des chênes, parfois il y a des fusains, des choses comme ça, qui sont des fleurs sans grand lustre. Élie Reclus a écrit de très belles pages
le frère aîné, a écrit des physionomies végétales, où il parle comme ça des fleurs de bord de chemin, des fleurs de rien, qui ont des noms, mais qui n'ont pas de prestige. Et ça, j'aime bien. Voilà. Alors évidemment, en Périgord, peut-être particulièrement là, dans ce Bergeracois, on n'est pas au contact de paysages sublimes. On est justement dans des micro-paysages. Il faut profiter de ça. Moi, ça me correspond assez, cette dimension du petit, du proche, de l'accessible. Ça rend inutile de très longs voyages. Vous partagez alors avec Thoreau, par exemple, cet amour du proche par opposition au lointain? Oui, bien sûr. Mais Thoreau avait se trouvait sur un continent avec vraiment très peu de présence humaine encore, et un luxe de proximité. Il parlait de l'Ouest, n'est-ce pas, hein, mais c'était un Ouest métaphorique, un Ouest intérieur, comme ça, dont il parlait. C'est vrai que c'était un autochtone, le Thoreau, finalement. Il ne faut pas faire de confusion là non plus. Cela dit, il pouvait s'imaginer un continent extrêmement vaste devant lui. Nous, c'est très difficile d'entrer là. L'équivalent, je ne sais pas si c'est 5000 km, vous imaginez, du Périgord, ça nous mène à l'Oural, quoi. Autre lieu, autre plante. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Que signifie l'Afrique? Que signifie l'Ouest? Notre propre intérieur n'est-il pas blanc sur la carte, quelque noir qu'il puisse se trouver être comme la côte une fois découverte? Est-ce la source du Nil, du Niger ou du Mississippi, ou un passage nord-ouest autour de ce continent-ci qu'il s'agit de trouver? Soyez un colon pour de nouveaux continents et mondes entiers renfermés en vous, ouvrant de nouveaux canaux, non de commerce, mais de pensée. Tout homme est le maître d'un royaume, à côté duquel l'empire terrestre du tsar n'est qu'un chétif état, une protubérance laissée par la glace. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? Thoreau décide de partir dans la forêt de Walden un 4 juillet, le jour anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine. Est-ce qu'on a idée des raisons qui le poussent à partir? Je crois que c'est Stanley Cavell qui commente ce départ et cette date en disant c'est la déclaration d'indépendance intellectuelle de Thoreau. C'est-à-dire c'est sa propre indépendance d'individu au sein d'un État dont il récuse les lois et les pratiques, en tout cas certaines. Il faut éviter en fait d'en faire l'ermite que dès à l'époque on en a fait. Hein. Quand des morceaux de Walden paraissent dans la presse, on appelle ça Massachusetts Hermit. En fait, lui, il écrit dans Walden qu'il n'est pas un ermite, qu'il adore les gens, qu'il a 3 chaises dans sa maison. Une pour la solitude, qu'il pratique assidûment, hein, avec plaisir. 2 pour l'amitié, 3 pour la société. Donc c'est quelqu'un qui, par la cabane, à mon avis, trouve la juste distance. C'est moins un solitaire que quelqu'un qui cherche la bonne distance vis-à-vis du groupe, du collectif, de la famille, de la société, des autres, hein, du politique. Mais il dit lui-même que quand il est dans la nature, en fait, il a du mal à être heureux s'il pense à l'injustice qui se fait dans le monde. Donc, il ne profite pas de sa promenade et il est obligé, en quelque sorte, de refaire une apparition dans le monde des hommes pour faire quelque chose pour la justice avant de pouvoir reprofiter de la forêt.
y a une idée très belle chez Thoreau, c'est que le bois respire. Marc Cluet. Et il parle de la transpiration, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, de ce bois qui a été fraîchement débité. Cette maison, elle est vivante. Elle est en fait une peau extérieure. Et la maison invite en quelque sorte à la nudité en son intérieur. Et ça, alors chez Thoreau, c'est non formulé, mais avec cette idée de la maison qui transpire, qui respire, elle devient une seconde peau. C'est Diogène, en fait. Diogène dans son tonneau. Comment le décrire, le chêne, là? Quel mot vous mettriez sur ce chêne? Oui, non, je ne dirais pas qu'il est torturé. Il est sinueux. Hein, il est... alors, quelqu'un l'avait décrit beaucoup mieux que moi, c'est Gilpin, hein, justement. Là. William Gilpin, ce Britannique, voilà, qui a été aussi l'un des protagonistes de l'idée de pittoresque. Alors voilà, cet arbre est pittoresque dans le sens qu'il est rugueux, qu'il est sinueux, qu'il est tordu, qu'il est accidenté, qu'il y a du relief. Alors voilà, Gilpin, j'en ai traduit quelques pages. Bon, on peut évidemment appliquer le pittoresque à d'autres objets, on peut l'appliquer à des constructions humaines qui sont pittoresques. Malheureusement, comme le terme romantique, comme le terme sublime, ces termes sont maintenant galvaudés. On appelle quand on dit « ah, c'est pittoresque », on pense à un gros mot, une mauvaise peinture. Mais en fait, non, c'est un terme assez rigoureux qui s'oppose à ce qui est lisse. Et il introduit pour le regard un tas d'irrégularités plaisantes qui peuvent être, après, là il ne fait pas trop sombre, mais un peu plus sombre, ça peut être un petit peu menaçant parce que ces branches descendent bien bas là. Et après, tout un imaginaire de la forêt peut nous saisir, et ça c'est bien agréable aussi. Ça c'est l'esprit un peu anglais. Hein. Que va-t-on chercher parmi les arbres, Yoann Chapoutot? Est-ce que l'imaginaire de la nature se métamorphose vraiment au XIXe siècle? Alors, nature imaginaire, elle est toujours la nature imaginaire parce que ce que l'on appelle nature n'est généralement pas naturel. Ce que l'on appelle nature, généralement, ce sont des paysages non urbains, mais qui sont déjà souvent transformés par la main de l'homme. La campagne, c'est pas la nature. La campagne est un paysage et un lieu largement anthropisé, largement transformé, largement artificialisé par la main de l'homme. Donc la nature est toujours imaginée et imaginaire, et par ailleurs, elle est un lieu de projection de l'imaginaire. Et là, il faut peut-être renvoyer à l'histoire individuelle de chaque individu. Le mot nature veut bien dire ce qu'il veut dire en français. Hein. Nature, ça vient de nascor en latin, qui veut dire le fait de naître. La nature et la naissance sont parties liées. Naissance du monde avec le caractère authentique et primitif et originel supposé de la nature, et naissance de l'individu. Hein. Donc il y a forcément projection sur la nature de cet imaginaire nostalgique, la maladie du retour, hein, cet imaginaire nostalgique de l'âge d'or. L'âge d'or supposé que la nature est censée accueillir et métaphoriser. Comment on la décrit, cette nature? L'image de la nature est multiple à la fin du XIXe siècle. Vous avez d'une part la nature havre, la nature refuge, avec tout ce que ça peut présenter de bucolique, d'idyllique, voire de géorgique, hein, si on travaille la terre. Une image donc irénique, les petits oiseaux qui pépient et la douce caresse de la brise sur les herbes de la prairie et les petites fleurs. Bon, ça, c'est un stéréotype très très vivace. Et il y a une autre image de la nature qui s'est développée à la fin du XIXe siècle du fait des acquis des sciences naturelles, notamment de la médecine, la zoologie, de l'éthologie animale. Une image fortement imprégnée de darwinisme et de darwinisme social.
darwinisme assez vulgaire, qui voit dans la nature le lieu de l'affrontement, un lieu terrible d'affrontement zoologique entre des espèces qui se font une guerre à mort pour la maîtrise des espaces et donc de l'accès à la nutrition et de la perpétuation de l'espèce par la nutrition et la procréation. Et il y a une troisième nature qui participe un peu des deux, c'est la nature intérieure, c'est la nature en soi. Et celle-ci est étudiée par des gens qui se proclament et qui se revendiquent psychologues, hein. Nietzsche par exemple. Nietzsche qui se veut plus psychologue que philosophe, rappelons-le. Hein. Il se veut le docteur, le savant interrogeant l'esprit humain et l'intelligence humaine et montrant que derrière les illusions de la civilisation rationnelle, il y a la bête, hein, le fauve en dentelle, comme disaient les moralistes du XVIIe siècle français, qui sommeille et qui gouverne la vie. Et ces intuitions nietzschéennes sont développées et érigées en système par Freud, évidemment, avec la psychanalyse. Cette psychanalyse qui se donne pour objet d'étude la nature en soi, au fond. Hein. Le ça freudien, c'est au fond la nature la plus fondamentale, la plus originaire qui sommeille en l'homme. C'est encore un chemin, mais c'est un tributaire. Voilà, on peut dire un tributaire. Les châtaignes. Des châtaignes, oui. On s'est enfoncé dans la forêt et Oui, dans le bois. Hein. dans le bois. Dans le bois plus que Dans dans, le la bois forêt. modeste. Oui, oui. Et Taureau a décidé de partir à Walden un 4 juillet, Oui, oui, c'est qui est le jour de la fête nationale. Mais comme vous le savez, il n'y a pas passé très longtemps. Hein. Même si cette expérience de 2 ans a été très intense pour lui, mais pas dans une solitude absolue, probablement avec un peu plus de sauvagerie que maintenant nous en constatons ici, mais pas tellement dans le fond. Je pense que Taureau finalement allait laver son linge presque chez sa maman, hein, comme font les ados aujourd'hui. Voilà. Mais enfin, il n'empêche que si vous voulez dormir dans un bois, ou chose que je ne fais pas, apporte immédiatement quelque chose un décalage. peut-être une idée qu'on se ferait de la liberté. Oui, bien C'est sûr. ça. Oui, oui. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, pour Taureau, pour Reclus, la liberté? Un mouvement d'opposition, hein, indiscutablement. Et certainement, après ce premier temps d'opposition, un temps d'approfondissement, de plaisir, d'étonnement face à ce qu'on découvre. On passe à côté de 2 cabanes, 2 abris, Alors voilà, oui, ça assez jolis, mais ça ressemble plus à des abris de chasseurs que ce sont des abris de chasseurs. qu'à une cabane de, Ouais, ouais. de taureau. Ah oui, c'est pas une cabane de taureau, non, non. Voilà. Là, on a- Je crois que c'est Saint-Just qui écrivait avant eux que la liberté ne doit pas rester dans les livres, elle doit être dans les peuples et réduite en pratique, c'est-à-dire mise en pratique. C'est exactement ça. Chez les géographes de la liberté, il y a une volonté que la géographie ne serve plus à faire la guerre, contrairement à ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire fournir des cartes d'état-major. Là, c'est pas ça. C'est même peut-être l'idée qu'elle doit servir le mouvement social. Au moment de la Commune, c'est particulièrement clair pour Reclus. Pour Thoreau aussi, la connaissance du terrain l'a aidé à faire passer des fugitifs esclaves noirs du sud des États-Unis vers le Canada. Donc c'est une géographie presque de guérilla. Et puis, c'est libérer la façon dont nous regardons l'espace. C'est-à-dire, c'est une manière de regarder autrement le monde dans lequel nous vivons. Non pas comme un décor ou quelque chose dont nous nous rendrions indépendants, mais au contraire, des lieux qui nous traversent en même temps que nous y habitons.
Ça me paraît très important à la fois dans la description qu'ils font des peuples qu'ils rencontrent, mais aussi les peuples indiens pour Thoreau, les peuples innombrables que rencontre Reclus, mais donc aussi à la fois se libérer par le contact sensible que l'on a avec j'ose même pas dire le paysage, parce que paysage c'est trop esthétisant. C'est aussi la boue des chemins, c'est aussi les odeurs des ports, etc., qui les intéressent, qui racontent le monde qu'ils tentent de décrire. Donc faire de la géographie par ses sens, se libérer, et donc libérer ses sens par, au fond, le voyage, à la fois extérieur et intérieur d'ailleurs, puisque chez les deux, on retrouve cette idée qu'il y a une géographie intérieure. Je reviens sur le pittoresque de ce chêne. Vous écrivez qu'il vous arrive de vous promener dans la forêt pour essayer les idées de l'un ou l'autre de ces écrivains que vous traduisez. Oui. Alors qu'est-ce que c'est d'être baigné à ce point-là dans les mots et les pensées d'un autre et de les éprouver soi-même? Comment ça s'articule? Je ne fais pas beaucoup de différence entre lire, écrire, traduire, rêvasser, vadrouiller. Pour moi, c'est un peu la même chose. Je dirais, je suis un viveur. Le mot est un peu ambigu, ne fonctionne pas très bien. Mais dans ce sens que, bon, comme tout à chacun, il faut s'empoigner avec la vie, avec la naissance, l'amour, la mort, l'enthousiasme, la laideur, la détresse. Et là, il faut des alliés. Alors, Char disait des alliés substantiels. Moi, je dis des alliés existentiels. Et donc, il faut faire flèche de tout bois, de ces amitiés réelles, vivantes, mais aussi de ces appuis que l'on peut trouver dans la lecture, dans la traduction, dans la découverte. Ça, c'est très important. Les gens dont on parlait là, pour beaucoup, sont méconnus, inconnus, jamais traduits. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Prenons Reclus, on peut difficilement entrer dans cet univers sans ensuite avoir le regard transformé par son propre regard sur les choses. Il y a comme ça un va-et-vient. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est le nombre de facettes chez cet homme. Il n'y a pas que... Lui-même emploie l'expression d'homme complet. C'est à la fois un géographe, c'est à la fois un révolutionnaire anarchiste radical. Bon, le terme maintenant n'est plus très bien porté. C'était aussi un végétarien, c'était l'ami des animaux. Il s'intéressait à l'ethnologie également. Et tout ça, si vous passez 20 ans près d'une conscience comme ça, c'est sûr que ça vous modèle. Et pourtant, nul désordre dans cette étonnante diversité. Au contraire. Les plantes groupées librement, suivant leurs affinités secrètes et la nature du terrain qui les porte, constituent par leur ensemble un spectacle emplissant l'âme d'une impression singulière d'harmonie et de paix. Là, rien d'artificiel ni d'imposé, comme dans un régiment de soldats aux gestes mécaniques, aux costumes uniformes, mais le pittoresque. Le charme poétique, la liberté d'attitude et d'allure, comme dans une foule d'hommes de tous les pays où chacun se rapproche des siens. Il est vrai, dans ce ravin, aussi bien que sur la terre entière, la bataille de la vie pour la jouissance de l'air, de l'eau, de l'espace et de la lumière ne cesse pas un instant entre les espèces et les familles végétales. Mais cette lutte n'a pas encore été régularisée par l'intervention de l'homme. Et l'on croirait, au milieu de ces plantes si diverses et si gracieusement associées, se trouver dans une république fédérative où chaque existence est sauvegardée par l'alliance de toutes.
c'est cette façon de montrer que nature et société sont la même chose, que la société obéit aux mêmes lois physiques que la nature, et que ce que nous appelons nature, et que ils en sont conscients, bien des peuples n'appellent pas ainsi et ne découpent pas ainsi, au fond, est aussi politique. Parce que les plantes s'associent, s'allient, se combattent, se rivalisent. Il y a évidemment Darwin dans le paysage. Darwin a montré que, est en train de montrer, et Reclus et Thoreau le savent, le discutent, que évidemment la sélection naturelle opère, qu'il y a rivalité des espèces, comme on dit, struggle for life, mais il y a aussi l'entraide. Et Thoreau comme Reclus pèse avec cette figure de l'essayiste qui pèse dans sa petite balance. Hein. Il voit au fond dans chaque détail qu'ils décrivent combien il y a aussi cette force d'entraide qui est à l'œuvre dans la nature comme dans les sociétés. Et donc nous avons d'une certaine manière à nous fier aussi à ce qu'il y a de meilleur et de plus sociable dans la nature, même sans se voiler la face sur la violence de la lutte entre espèces, disons. Ce qui est très intéressant, c'est que les théoriciens ou les praticiens, ou les deux, du retour à la nature au XIXe siècle, sont souvent des critiques du judéo-christianisme, la culture judéo-chrétienne. Culture judéo-chrétienne à laquelle ils reprochent d'avoir enfanté un monde totalement artificiel, parce que le judaïsme et le christianisme reposeraient selon eux sur une séparation entre le divin et le non-divin, entre le profane et le sacré, entre le créateur et la créature. Le christianisme, comme le judaïsme, pose l'idée d'un Dieu unique mais séparé du monde, par opposition à l'animisme et au panthéisme de l'Antiquité grecque et romaine, par exemple, ou des cultes germaniques et celtes. Et l'idée du retour à la nature s'accompagne aussi d'une volonté de retour à des cultes animistes ou panthéistes, alors parfois de manière folklorique, mais parfois aussi de manière tout à fait rationnelle, adorer la nature en soi et autour de soi, pour être conscient de ce que l'on est, un être organique qui fait partie de la nature et des éléments naturels, mais également un être qui est en charge de cette nature, parce qu'il peut la détruire et qu'il peut décider de ne pas la détruire. Et donc il doit la protéger. Alors, une sensibilité écologique de protection des paysages naturels se fait jour à la fin du XIXe siècle, et singulièrement en Allemagne, face aux dévastations induites par l'urbanisation et l'industrialisation. Et la critique de la religion ou de la culture judéo-chrétienne est partie intégrante, si vous voulez, de ce retour à la nature. Donc contre une religion de la séparation, une religion qui vous installe comme maître et possesseur de la nature, dira Descartes, une religion qui vous demande de croître et de multiplier, de soumettre la nature à la volonté de l'homme, et puis une religion également qui refoule la nature en soi, les interdits sur la sexualité, sur le corps, le corset et la pudeur. Contre ce corset-là, donc, revenir à une relation beaucoup plus apaisée à la nature en soi et en dehors de soi. C'est encore par une rupture de l'harmonie première que l'action de l'homme s'est fait sentir dans la flore de notre planète. Les colosses de nos forêts deviennent de plus en plus rares, et quand ils tombent, ils ne sont point remplacés. Aux États-Unis et au Canada, les grands arbres qui firent l'étonnement des premiers colons ont été abattus pour la plupart, et récemment encore, les pionniers californiens ont renversé, pour les débiter en planches, ces gigantesques séquoias qui se dressaient à 120, 130 et 140 mètres de hauteur. C'est là une perte irréparable peut-être, car
la nature a besoin de centaines et de milliers d'années pour fournir la sève nécessaire à ces plantes énormes, et l'humanité, trop impatiente de jouir, trop indifférente au sort des générations futures, n'a pas encore assez le sentiment de sa durée pour qu'elle songe à conserver précieusement la beauté de la terre. Voilà, c'est pour ces derniers mots simplement que je tenais à lire ce petit passage. Vous voyez, Reclus a conscience du danger que l'on fait courir aux forêts, mais son point de vue est celui de la beauté. Ce texte a été rédigé en 1864, voilà, précisément. Aujourd'hui, dès que vous ouvrez un livre ou un article, vous voyez « Thoreau est un écologiste ». Bon, c'est un anachronisme complet, d'une part, et voici ce qui s'est produit, qui a abusé certains dictionnaires, même un dictionnaire français célèbre. Un universitaire établissait, dans les années 50 ou 56, je ne sais plus exactement, la correspondance de Thoreau. Et donc recopié et avait retrouvé une lettre qui jusqu'à présent ne figurait pas dans la correspondance connue. Il la recopie à partir du manuscrit autographe. Et il tombe sur le mot « ecology ». Ouais, il recopie « écologie » et la presse scientifique tombe là-dessus et s'émerveille. En fait, c'est Thoreau qui a inventé le mot « écologie ». En fait, Thoreau n'a pas écrit « ecology » mais « geology ». Parce qu'à ce moment-là, il allait se promener dans les carrières, la géologie l'intéressait beaucoup. Mais l'erreur, et si vous prenez le volume, je ne sais plus lequel, de la dite correspondance, dans une bibliothèque américaine, noir sur blanc, il y a le mot écologie. Bon, c'est un peu anecdotique, quoique. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui un mésusage de Thoreau. Oui. On lui fait dire un peu ce qu'on veut. On en fait un mésusage, on le réduit, comme on réduit Reclus. Je viens de lire très récemment, c'est le premier environnementaliste. Oh, non, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, Thoreau, Reclus sont autrement plus sauvages que ça. Il y a autre chose. Il y a, chez Thoreau, d'abord, il y a une écriture, il y a un univers, il y a une hétérodoxie rebelle à toutes, justement, ces encapsulages, si on peut dire, de toutes ces étiquettes. Et donc, il faut essayer de retrouver cette vivacité-là. Thoreau, dès Walden, dit « Attention, ce livre n'est pas un manuel de sagesse ou un manuel ou une méthode à suivre. Le plus intéressant, ce serait que mes lecteurs, les étudiants pauvres, dit-il, puisque c'est pour eux que le livre est écrit, trouvent eux-mêmes leurs expériences personnelles, leurs réformes de soi, leurs utopies concrètes, puisque la cabane en est une, mais la commune en est une pour Reclus. À chacun de trouver ses propres combats, en quelque sorte. Je crois que chacun des deux vise un équilibre entre un individu réformé qui se réformant, disons, et des collectifs dans lesquels il s'inscrit. C'est-à-dire que les deux sont capables de dire nous, mais les deux sont aussi capables de dire je. Et c'est parce qu'ils écrivent à la première personne qu'ils savent ce qu'un nous pèse. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont essayistes, c'est-à-dire qu'ils se connaissent eux-mêmes, selon la formule du philosophe antique. Connais-toi toi-même, ils le pratiquent quotidiennement, et c'est aussi pour cela qu'ils se connaissent en tant qu'un peu plus qu'eux-mêmes. Ils sont des singuliers qui en disent long sur le collectif humain, en fait, et sur son dépassement. C'est-à-dire qu'ils ont toujours, l'un et l'autre, dans leur viseur, l'universel, un universel qui n'écrase pas des singuliers. Ça me paraît très important pour
comprendre en quoi leur pensée est cosmique. Au fond, pour eux, il faut dépasser le soi et comprendre dans quels ensembles nous sommes tous pris, déployés pour le meilleur comme pour le pire. On a quitté le chemin principal, le chemin de pierre, pour s'enfoncer dans les sous-bois. Joël Cornuau. Oui, un petit peu là, le long du sous-bois. Il n'est pas très profond, encore une fois, hein, mais c'est pas une raison, ça ne suffit pas à lui enlever sa réalité de sous-bois. Est-ce qu'on prend celui-ci? On peut. Mais vous voyez, c'est pareil, là, c'est un chemin où probablement les gens ont travaillé, mais je ne sais pas lire ça, les bourrelets, tout ça peut avoir un sens. Je ne sais pas le lire exactement. En fait, c'est pas très loin d'ici que Nadine s'est perdue une fois, un petit peu plus loin. Enfin, c'est pas vraiment perdu, mais elle cherchait des champignons, certainement. Et donc, comme à chaque fois que vous perdez votre repère et vous enfoncez en vous-même, ou bien en quête de girolles et de cèpes, il y a tout un tronçon, une portion du chemin qu'elle a oublié. C'est vrai que si on marche un bon moment, le tournis peut vous prendre et là il peut se produire des choses. Et je pense que la forêt intérieure, la forêt ancestrale à ce moment-là ressurgit. Vous voyez de drôles de choses un petit peu partout, facilement. Alors ça, probablement, effectivement, ce sont l'aboiement du chevreuil, des chevreuils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ce qui se passe, nous ne le saurons pas, car la nuit tombe et il nous faut quitter le bois de Phénix. Henri David Thoreau, Élisée Reclus, sur les sentiers de la liberté.